Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle devient quoi alors ? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants ? Eh bien, je n'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. Les hommes maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler ? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir ? Je m'appelle Laura et je vais à la rencontre d'êtres humains pour leur poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Pour ce 15e épisode, qui me tient beaucoup à cœur, vous allez entendre une amie, Ophélie. C'est en grande partie grâce à elle que ce podcast existe. Parce que quand j'en ai eu l'idée, elle l'a trouvé génial, m'a encouragée et m'a offert mon premier micro, un Yeti, qu'elle utilisait pour faire des cams. Ophélie est une femme cis, blanche, valide, artiste, maman et d'aussi loin que je la connaisse, travailleuse du sexe. Aujourd'hui, elle vous raconte son histoire dans cet épisode et je suis extrêmement émue et touchée de pouvoir vous la partager. Bonne écoute! Alors moi je m'appelle Ophélie, j'ai 26 ans, je suis artiste, maman et travailleuse du sexe. Je me suis toujours sentie un peu comme une outsider, un peu comme si j'étais perdue entre les mondes moi quand j'étais petite. J'avais l'impression de flotter, d'aller d'un groupe à l'autre et de jamais vraiment faire partie du truc. Et c'est marrant parce que ce sentiment je le vis toujours encore maintenant. Je pense que c'est juste que ça fait partie de ma personnalité. J'avais pas une très très bonne relation ni avec mon père ni avec ma mère. Je m'adaptais en fait à l'un et à l'autre. Ils se sont séparés quand j'étais très petite. J'avais 3 ans. La plupart du temps on était chez ma mère. Et un week-end sur 2 on était chez mon père avec mon frère. Du coup, fallait s'adapter tout le temps. On changeait tout le temps d'environnement. La séparation de mes parents, c'est quelque chose qui m'a vachement marquée. C'est un de mes premiers souvenirs en fait. Le fait d'avoir été dans 2 maisons séparées, c'était un peu dur pour moi parce que j'aime beaucoup avoir un cocon. Depuis toute petite, j'ai besoin d'avoir un espace à moi de paix en fait et de tranquillité. Et c'était un peu difficile de devoir naviguer entre les deux parce que j'avais l'impression de jamais pouvoir avoir ce nid dont j'avais besoin. Mais d'un autre côté, il y avait plein d'avantages. Il y avait 2 Noël, il y avait 2 anniversaires, il y avait tout en double. Mais ça m'était pénible plus qu'agréable en fait. Le fait de devoir naviguer entre 2 mondes à chaque fois, tout le temps. Alors, pour ce qui est de l'éducation, c'était vraiment 2 mondes entre mon père et ma mère. C'était 2 techniques complètement différentes. Ma mère, elle était un peu plus laxiste, dans le sens c'était jusqu'à 6 ans, elle nous fliquait un petit peu, et après 6 ans, elle nous a dit clairement, bon maintenant vous êtes assez grand, vous savez survivre, vous vous démerdez quoi. Du coup, ça nous a poussé à être assez indépendants et même si je l'étais bien avant ça. Elle nous faisait confiance en fait. On avait beaucoup plus de confiance du côté de ma mère. Après, elle essayait un maximum de faire une éducation pas genrée, donc essayer de pas faire rose pour les filles, bleu pour les garçons, de pas faire de stéréotypes de genre du tout, de me laisser choisir comment je m'habillais, sans faire aucun commentaire, sans rien. Mais toute son éducation à elle est ressortie. Clairement, elle a fait de son mieux, consciemment, mais inconsciemment, il y a énormément de choses qui étaient très binaires, et surtout dans les comportements, c'est « Ah, toi, t'es comme ça parce que t'es une fille » ou « Oh, ma fille, elle est comme ceci, machin, truc. » Et moi, quand j'étais petite, je voulais être un garçon. Parce que ça avait l'air beaucoup plus cool d'être un garçon. Tu peux te salir, tu peux faire du bruit, tu peux faire plein de trucs, en fait. Quand t'es une fille, c'est chiant. Faut rester propre, faut pas dire des choses méchantes, faut pas taper, faut rien faire, en fait. Sois belle et tais-toi. Et l'éducation du côté de mon père, elle était beaucoup plus stricte. C'est un homme très sceptique et il fait confiance à personne. Et il a d'autant plus un problème avec les femmes qu'il s'est senti trahi par ma mère. Et vu que je lui ressemblais beaucoup physiquement et un petit peu mentalement aussi, quand j'étais petite en fait, il avait beaucoup de mal avec moi. Et je me souviens à chaque fois que j'étais pas d'accord avec lui ou qu'il y avait un conflit, il me disait tout le temps « Ah, t'es comme ta mère, de toute façon. » Du coup, je me sentais reniée dans mes propres opinions et juste réduite au fait d'être la fille d'eux. Enfin, c'était terrible. Il écoute pas.
Je l'aime de tout mon cœur, mon père, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Alors que, mais il m'aime profondément, et je le sais, il ferait tout, hein, mais il est borné, il est assez colérique. La gestion des émotions est vraiment mauvaise du côté de mon père. Et moi, j'ai une horreur du conflit, mais depuis toute petite, c'est terrible. Du coup, j'ai essayé de faire un maximum pour que le conflit n'arrive pas, en fait. Quitte à m'écraser un peu pour sauvegarder la paix. L'éducation genrée du côté de mon père, c'était plus par du comportement, en fait. Par exemple, s'il avait un truc physique à faire, il allait demander à mon frère, plutôt qu'à moi. Après, je dis ça, mais il m'a aussi appris, quand j'ai eu un scooter, par exemple, à 14 ans, il m'a appris à le réparer toute seule, parce qu'il m'a dit, écoute, je veux pas que tu dépendes de qui que ce soit, si jamais tu tombes en panne, il faut que tu saches le réparer, il faut que tu saches te démerder. Il y a ce côté où il m'a appris à quand même me démerder toute seule, mais c'est ce truc de t'es une fille, du coup, t'es une proie. Et il y a mon père aussi qui m'a prévenu sur le terrible caractère des hommes très tôt, sur le fait qu'il fallait pas que je me découvre, qu'il fallait faire attention parce que tous les mecs ils voulaient qu'une seule chose, c'était le cul. Je me souviens, je devais avoir à peu près 10-11 ans, un truc comme ça. Enfin, le sexe était loin de moi à 10 ans. Et j'avais un t-shirt qui découvrait une épaule. J'adorais ce t-shirt, c'était un de mes t-shirts préférés. Et je portais pas toute une large, forcément, et je commençais à avoir un peu de poitrine. Il m'a pris à part, mais d'un air super grave. Et il m'a dit couvre-toi, tu sais qu'il y a des petites filles qui se font violer par leur grand-père et leur père. Et ça m'a traumatisée, parce que après ça, j'ai fait des cauchemars. J'ai regardé mon père différemment, du coup. C'était terrible. Genre, en gros, il va t'arriver des trucs juste parce que t'es une fille, quoi. Et après, la relation que j'avais avec mon frère, donc j'ai un petit frère qui a 1 an et demi de moins que moi, c'était terrible. On se battait tout le temps, et il me cherchait les poux en permanence. Et on s'est détestés, mais profondément, jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près. Et après, ça a complètement switché, et maintenant on est les meilleurs potes du monde. Donc ça, c'est rigolo. Et même quand j'étais petite, j'avais demandé à mes parents si on pouvait être séparés, en fait, pour les week-ends ou les vacances. Et mon père a refusé catégoriquement en disant qu'une famille, ça devait rester toujours ensemble, surtout les frères et sœurs. Alors que, foncièrement, on n'était pas bons l'un pour l'autre, quoi, en tant qu'être humain. Et après, ça a commencé à aller mieux. Alors du coup, mon rapport aux autres, quand j'étais petite, c'était très flou, j'ai envie de dire. Déjà, j'ai changé d'école très souvent. Quand j'étais petite, je changeais presque tous les ans, tous les 2 ans. Donc, encore une fois, il fallait que je m'adapte à chaque fois. Et j'étais ultra timide à pas parler. Et c'était très très difficile du coup de me faire des amis. Parce que les gens me voyaient un peu comme un alien en fait. Et j'attendais toujours que les gens viennent vers moi, parce que j'avais peur d'aller vers eux. Je restais dans mon coin et j'observais jusqu'à que je me sente assez en sécurité quelque part. Et à l'école, j'ai été harcelée aussi plusieurs fois. Ça, c'était une terrible expérience. Ça n'a pas duré longtemps vu que je changeais d'école souvent du coup. J'en ai jamais parlé à mes parents. Pourquoi, j'en ai aucune idée. Et j'ai toujours bien travaillé à l'école par contre. J'aimais beaucoup tout ce qui était surtout lié aux arts et au dessin, tout ça. J'aimais beaucoup l'école, des petites. Et c'est marrant parce que ça s'est perdu en grandissant. Ma relation avec mon père et ma mère s'est vraiment dégradée à 16 ans, où j'ai commencé à avoir des opinions un peu plus fortes et à plus me taire en fait. Et le truc c'est que les études, j'étais de moins en moins académique en fait, parce qu'à l'école petite, tu peux avoir ta propre réflexion sur les choses tant que tu trouves la solution au problème. Qu'en grandissant, ça se réduit quelque part la liberté dans l'expression de ton travail. Et du coup, je me sentais de plus en plus piégée en fait, et j'avais pas envie de rentrer dans le moule qu'on me montrait et qui me plaisait pas. Et du coup, j'avais vraiment du mal, et j'avais de plus en plus aussi ce truc de... j'avais tellement pas eu de voix quand j'étais petite que quand il est arrivé l'heure d'avoir 16 ans, j'ai un peu tout lâché, quoi. Et du coup, à 16 ans, je me suis dit, à 18 ans, il faut que je me barre, parce que c'est pas bon pour moi, cet environnement, et ça fait que... Parce que j'étais clairement en dépression, en fait. Maintenant, c'est à moi que j'ai envie de penser, et j'emmerde le monde, quoi. Et ça m'a sauvée, clairement. Et dès que j'ai eu 18 ans, en fait, j'ai fait un papier comme quoi je voulais quitter l'école, et je suis partie à Toulouse. Et là, j'ai commencé à vouloir chercher un boulot. Donc j'ai regardé les annonces de jobs, tout ça. Et j'ai postulé à un emploi de serveuse. Et j'avais un entretien d'embauche du coup le lendemain. Et le soir même, j'avais une copine qui était là, une copine d'école, une ancienne copine d'école.
Et j'avais fait des recherches et j'avais vu qu'il y avait un club de strip juste à côté de là où j'habitais. Et je voulais absolument y aller. Je l'ai un peu traînée parce qu'elle avait un peu peur de ce qu'on allait y trouver, tout ça, tous les clichés. Et on a bu un verre et le moment où j'ai vu les filles danser à la barre, j'ai eu le déclic de c'est ça que je veux faire. Et rien d'autre en fait. Et moi, super timide, j'ai eu les couilles en fait de aller voir le manager du club et je lui ai dit je veux faire ça, comment on fait? Et il m'a dit écoute, c'est facile, tu peux revenir demain si tu veux, je te fais passer un entretien. Il te faut juste un ensemble de sous-vêtements, une paire de talons et tu vas danser en fait. Et je me suis pointée le lendemain. Il m'a dit bon, ce qui va se passer, c'est que tu vas danser sur une musique lente et sur une musique rapide. Et après, je vais en parler avec le boss et on va prendre une décision. Et j'avais jamais dansé de ma vie. J'étais terrorisée. J'avais jamais eu aucun problème avec la nudité, par contre, me foutre en sous-vêtements. Non, ça, je m'en foutais. Mais j'avais peur parce que j'avais jamais dansé. Et j'étais là, mais comment je vais faire ça? Et donc, j'ai fait ça, tremblotante. Je me rappelle encore, je tenais à peine la barre, tellement je tremblais. Et donc, j'ai passé ces deux musiques, une lente, une rapide. Et ils m'ont dit, bon, il y a du boulot, mais t'as le sens du rythme. Donc, on va te garder. Du coup, ce qui se passait, en fait, dans le club, c'est que les anciennes apprenaient aux nouvelles, en fait. Du coup, ce que j'ai raconté à mon père, quand il m'a dit, bon, alors, cet entretien d'embauche, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, je lui ai dit. Il m'a dit, c'est quoi comme boulot, alors? Et je lui ai dit, c'est barmaid dans une boîte de nuit, en fait. Et il m'a fait, ok. Mon père ne croit jamais personne. Il m'a demandé mes jours de travail. Puis il est venu à Toulouse en voiture, sans me dire, et il m'a suivi pour voir où j'allais. Donc il a vu que j'allais au club de strip. Et pendant que j'étais off, du coup, parce qu'il savait les jours où j'étais off, il est allé dans le club en tant que client pour voir comment ça se passait. Et le lendemain, il m'appelle, il me fait « Dis-moi la vérité, tu bosses pas en boîte de nuit et tout ?» Et j'étais là « Oh merde, genre qu'est-ce qui s'est passé ?» Il était là « Je t'ai suivi, je sais où tu bosses, le club de striptease là et tout. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à aller là-bas? Tu peux tout me dire, machin, je vais leur défoncer la gueule. » Déjà, j'ai bloqué parce que j'étais là, tu m'as suivi? Mais ça va pas ou quoi, genre... Et je me suis fâchée, mais vraiment fâchée avec lui. Je lui ai dit, mais tu sais quoi, tu vas te faire voir. Je veux plus te parler, je veux plus te voir. Dégage de ma vie, en fait. On s'est pas vu pendant 2 ans, et c'est drôle comme on s'est reparlé. Un jour, le patron du club m'avait filmé en train de danser à la barre pour le site du club, en fait. Et donc, il a vu cette vidéo sur YouTube. Et je pense qu'il a réfléchi. Et il est venu me voir. Et il a fait, écoute, Ophélie, je suis tombée sur une vidéo de toi qui danse sur YouTube. Et franchement, t'as l'air heureuse, quoi. Il m'a dit, je t'ai jamais vue aussi contente. Et en fait, c'est pas vulgaire, c'est vachement athlétique et c'est beau, quoi. Et tu te démerdes bien. Et du coup, j'étais choquée. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, on en a parlé, quoi. Il a écouté pour peut-être la première fois de ma vie, qu'il a vraiment écouté. Et ça, c'était une grosse victoire pour moi. Et ma mère, quand je lui ai dit, elle a fait « Ça te plaît? C'est cool? T'es bien ?» J'étais là « Oui, c'est génial, franchement, c'est cool. Des fois, c'est fatigant, mais je peux un peu faire mon emploi du temps. Du coup, c'est chouette. » Elle était là « Mais du coup, il n'y a pas plus ?» J'étais là « Non, il n'y a pas plus. C'est juste vraiment de la danse. C'est du spectacle, quoi. » Elle était là « Ah bah c'est cool. Écoute, si t'es bien, moi, j'ai toujours su que t'étais artiste. Ça m'étonne pas. » Du coup, ça, c'était cool. Elle est assez ouverte d'esprit pour comprendre que ce qui rend les autres heureux, c'est pas forcément ce qui la rend heureuse à elle. Donc j'ai bossé 2 ans au Pink et après j'ai décidé de voler de mes propres ailes parce que je tournais un peu en rond, j'avais appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans le club et j'avais envie de bouger. Je suis allée danser en Belgique et je suis partie avec ma meilleure pote. On était censé rester 2 semaines mais ça payait mal. Et j'avais lu ce bouquin du coup que j'avais pris à l'aéroport sur une maison close à Genève. Et j'étais là, mais ça a l'air trop bien. Et j'en ai parlé à ma meilleure pote, elle était là, mais trop cool, il faut trop qu'on y aille et tout. Et le lendemain, du coup, on a pris un vol pour Genève pour aller voir cette maison close genevoise. La prostitution est un art, un humanisme et une science.
Je l'ai dit et répété, et le dirai et l'écrirai encore, jusqu'à mon dernier souffle. En français, en anglais, en allemand et même en italien et en espagnol s'il le faut. Aujourd'hui, avec le recul, je pense à ces 30 ans de métier, celui de prostituée, dite dans le beau langage, courtisane ou péripatéticienne, avec infiniment de nostalgie et de reconnaissance. Mes enfants et moi avons pu manger à notre faim. Le corps humain, habité de son âme, est un instrument de musique, et la sexualité est son archet. Avec délicatesse et violence, il vibre, il atteint des sommets de volupté et d'extase. La seule prostitution authentique est celle des grandes artistes techniciennes et perfectionnistes qui pratiquent cet artisanat particulier avec intelligence, respect, imagination, cœur, expérience et volontairement, par une sorte de vocation innée, de vrais professionnels, conscients de leur pouvoir et des limites de celui-ci, sachant se mettre dans la peau de l'autre, déceler son attente, son angoisse, son désir, et comment l'en délivrer, sans dommage pour elle, ni pour lui. Aucune prostituée digne de ce nom ne pourra jamais renier son passé. Il lui colle à la peau et au cœur. Comme le disait au téléphone une de mes amies du métier, nous sommes là pour soigner les souffrances du monde. Seule la violence et la cruauté qui contraignent des êtres, adultes et enfants, à se prostituer sans liberté ni volonté sont à proscrire. Et nous condamnons cette injustice de toutes nos forces, toujours, en tout lieu, en tout temps. Car nous n'appartenons et n'appartiendrons jamais aux esclaves, ni aux tortionnaires, ni aux lois qui nous sont contraires, ni aux abus de la morale. Nous sommes et nous resterons libres. Libres de nos corps, libres de notre esprit, libres de notre argent gagné à la sueur de nos culs et de nos cerveaux. Libres comme des oiseaux migrateurs, habillés de couleurs somptueuses, survolant de très loin la misérable boue où l'on voudrait nous enterrer. Extrait du livre Carnet de bal d'une courtisane de Grisedilis Réal. Et on s'est fait embaucher pour une semaine. Et c'était trop cool comme expérience. J'avais toujours voulu voir comment ça marchait et tout, mais c'était génial. La plupart du temps, t'es à poil en sous-vêtements avec d'autres filles et tu discutes. C'est comme une maison de filles en sous-vêtements et genre quand il y a un client qui arrive, on vient tous se mettre en ligne, on se présente. J'ai vraiment aimé cette expérience-là de la maison close en Suisse. Et c'est comme ça que ça m'a introduit à l'escorte aussi. Du coup, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, en fait, c'est trop bien, ça prend moins de temps, c'est tout aussi cool. Et je pue pas le parfum et la clope après, quoi. Parce que dans les clubs de strip, c'est vraiment... c'est renfermé, quoi. J'ai mis des annonces d'escorte, ce qui est travailleuse du sexe indépendante, quelque part, où je choisissais mes clients. Et je mettais un tarif de l'heure, et comme ça, j'étais payée au temps passé avec la personne. Et donc, c'était chouette. J'ai fait ça pendant un petit temps, et après, je suis allée danser en Suisse parce que j'alternais les deux. J'aimais bien alterner les deux parce que c'était complètement différent et ça m'apportait pas les mêmes choses. C'était pas du tout le même boulot. Donc, après un petit temps, je suis allée danser en Suisse, à Genève. Et c'est là où j'ai rencontré le père de mon fils. Parce que il bossait dans un bar hyper huppé juste à côté du club de strip. Et quand il avait fini son service, il allait toujours boire un verre là-bas. Et on a un peu flashé l'un sur l'autre direct. C'était pas très intellectuel, comme truc. C'était très physique. Et donc on a commencé à sortir ensemble en dehors du club. Et on a passé presque une semaine collés, en dehors des heures où je bossais, je passais tout mon temps avec lui. Ensuite, je suis rentrée en France. Au bout d'une semaine ou 10 jours, je sais plus. Il me manquait. Et j'ai pris un billet d'avion pour le lendemain pour retourner à Genève. Et de là, je me suis installée à Genève. J'y suis restée 3 mois. Je bossais dans un bordel là-bas, mais beaucoup plus local, beaucoup moins international. Vraiment un bordel tout petit, vraiment très cosy, avec peu de filles. Il était trop mignon ce bordel. Mais du coup, il savait que je faisais ça, mais il détestait.
Il attendait le moment où j'allais arrêter. Mais le truc, c'est que j'ai jamais arrêté. Et ça se passait pas très bien, en fait. C'était super chiant de vivre avec lui. Et ça me plaisait plus du tout. Donc après, je suis repartie en France, on avait décidé de se séparer. Et puis, finalement, quelques semaines après, on s'est remanqué. C'était le « je t'aime, moi non plus ». Et il est venu à Toulouse. Et on a passé un week-end ensemble, je crois. On n'était plus censés être ensemble vraiment et tout. Mais c'est ce week-end-là où je suis tombée enceinte. Et j'étais là, merde, je fais quoi? Et du coup, je lui en ai parlé. Et il était là, ouais, moi je suis pas prêt à être père et tout. J'étais là, c'est chiant parce que moi j'avais l'impression que c'était le moment, en fait. D'instinct, je sentais ce bébé il devait arriver. C'était vraiment bizarre, c'est inexplicable. Hein. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi ce bébé-là, j'ai l'impression qu'il faut qu'il naisse et j'aimerais vraiment le garder. Donc, je vais te donner un choix. Tu peux partir, tu peux tirer un trait sur ta responsabilité vis-à-vis de l'enfant et c'est ok. Mais moi, je pense vraiment que cet enfant, il doit venir au monde. Et du coup, il a réfléchi, mais il a dit non, je veux pas disparaître, c'est quand même mon enfant, et c'est aussi ma responsabilité, parce que blablabla. Et c'est comme ça que Logan est arrivé. Quand j'ai réfléchi, maintenant, je comprends pas. C'est quand même une sacrée décision. Mais je sais pourquoi. C'est parce que avant ça, j'avais déjà fait 2 avortements. Alors moi, je suis une maudite de la contraception, parce que à chaque fois que je suis tombée enceinte adolescente, j'étais sous pilule. Et je la prenais régulièrement et je la prenais bien. Mais les 2 pilules sous lesquelles j'ai été, elles se sont révélées avoir des problèmes plus tard, où les scientifiques ont dit qu'il y avait des défauts sur ces pilules-là. Donc ils étaient bien mignons, mais à cause de ça, j'ai eu 2 avortements, un à 16 ans et un à 18. Donc on a dû m'emmener à l'hôpital. Et j'étais mineure, du coup il fallait que je sois accompagnée par quelqu'un de majeur et je voulais pas en parler ni à mon père ni à ma mère. Mais ça a été très très dur, ouais. Une expérience psychologique très traumatisante. De me retrouver à l'hôpital, de devoir montrer au chirurgien que j'ai pris la pilule, que je l'ai avalée. Enfin, c'est de l'infantilisation, en fait. Et c'est juste... vraiment mauvaise expérience avec ça. Du coup, quand je suis retombée enceinte à 20 ans, j'étais là, mais c'est pas possible, il y a un truc avec moi. Pas une 3e fois, quoi. C'est bon, 2, c'est déjà assez. Et je pense qu'il y a de ça qui a joué dans ma décision aussi. Et il y avait un truc aussi dans mes tripes qui me disait qu'il fallait que je le garde, en fait. Et quand je vois mon fils maintenant, je suis trop contente de l'avoir gardé parce qu'il est trop intéressant. C'est un être humain super cool. La grossesse, je l'ai vécue un petit peu comme une punition. C'est rigolo parce que d'un côté, j'étais fascinée de voir mon corps changer et c'était trop cool parce que j'avais l'impression d'être plus jamais seule. C'était vraiment étrange comme sentiment. Et d'un autre côté, je pouvais plus boire un coup, je pouvais plus fumer, je pouvais plus faire plein de trucs. Et puis en plus, les 3 premiers mois, c'est les pires, parce que c'est là où t'es le plus mal, et ça se voit pas encore, donc t'as pas encore les places assises dans le bus et tous les avantages. Ça me paraissait genre plein de restrictions d'un coup, et mais c'est bien, parce que c'était un peu un avant-goût de la maternité, quelque part. Et ça a été une belle expérience sociologique aussi pour moi d'être enceinte, parce que le regard des gens change, et les gens se sentent pousser des ailes, genre ils te posent des questions... sur le sexe de ton futur enfant, sur à combien de mois t'en es, genre à quel moment ça te regarde. Et il y en a qui te touchent le ventre aussi, donc il y a ça. Mais le truc, c'est que j'ai toujours été un peu une grande fumeuse, du coup ça a été très dur d'arrêter d'un coup, j'ai pas réussi. Mais je me faisais juger vachement, je me rappelle une fois, à 5 mois de grossesse, le père de mon fils travaillait à Saint-Martin, dans les Caraïbes, et il voulait que je vienne le voir. Et du coup, je suis partie à 5 mois de grossesse, mais j'étais déjà énorme, on aurait dit que j'étais à 7 mois. J'avais besoin d'un certificat pour prendre l'avion, comme quoi j'allais pas accoucher dans l'avion, en gros. Et je suis partie à Saint-Martin, et c'était en fin d'année, c'était au mois de décembre, et j'ai passé Noël là-bas. Et à Noël, je me suis autorisée une demi-coupe de champagne et une clope, quoi. Parce que, putain, c'est long, 9 mois. Et du coup, tout le bar m'a regardée avec ma coupe de champagne, ma clope et mon gros bide. Et j'étais là, oh, ça va les gars, genre continuez votre vie, de quoi je me mêle en fait. Et ils se sentent obligés de te dire comment tu dois vivre ta grossesse et tout et tout. Moi, j'avais fait des recherches avant quand même. Et là, pour moi, à ce moment-là, le plus sain, pour que je me sente bien et que le bébé grandisse bien et qu'il n'y ait pas de pic de stress et que j'ai pas envie de tuer quelqu'un, en fait, c'était que des fois, je fume une clope. Et à chaque échographie, je demandais, est-ce que vous voyez des trucs de particulier, etc. Mais foncièrement, j'ai fait à l'instinct et il n'y a jamais eu aucun souci. Et le petit va très bien. Il n'a aucun problème respiratoire. Il pète la forme. Et il y a une autre fois où j'étais en vacances avec une pote. J'étais partie en week-end
Et elle voulait rentrer dans un magasin pour acheter un truc et je lui ai dit bah moi je t'attends dehors. Et j'ai fumé une clope. J'étais à peu près à 6 ou 7 mois, donc mon bide se voyait bien, quoi. Et du coup, il y a un agent de police qui est venu me voir et qui m'a dit oh, vous devriez pas fumer, vous êtes enceinte, c'est pas bien de fumer quand on est enceinte. J'ai regardé, j'ai tiré sur ma clope et j'ai fait je suis pas enceinte. Il s'est senti trop mal. J'étais là, ben ouais, mets-toi ton cul. Je te dis, moi, comment porter ton slip le matin, ben voilà, tu vois. Bref, du coup, ça, c'était grosse victoire personnelle. Je l'ai vu dire, oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ouais, non, j'étais en grosse énergie techno-shit quand j'étais enceinte, c'était drôle. Un peu invivable aussi, parfois, j'avoue. À mon accouchement, par contre, ça s'est trop bien passé. Enfin, trop bien. C'était long. Mais en fait, je me suis levée dans la nuit et la poche des os qui s'est percée, mais pas beaucoup. Et du coup, j'étais là, ah, ça glisse vachement, ça ressemble à la description que les docteurs, ils en ont fait, quoi. Et j'étais là, il faudrait peut-être aller à la maternité, du coup. Et donc, on y allait. À 2h du matin, mon père qui a débarqué dans la foulée avec ma belle-mère, mon petit frère aussi, avec la caméra. Et du coup, toute la journée, j'ai eu des contractions, mais la poche des os, elle était pas assez percée, en fait. Donc, il fallait attendre. Et j'ai attendu toute la journée. Je faisais des tours, je lisais un bouquin. J'étais là, mais quand est-ce que ça va arriver, quoi? Et ça devenait de plus en plus fort, mais tranquille, vraiment très, très crescendo, tu vois. Et le truc, c'est que le lendemain, c'était l'anniversaire de ma meilleure pote. Et je voulais absolument pas qu'ils soient nés le même jour parce que c'est terrible. Je voulais trop que les deux événements soient séparés, en fait. Et vers 9h30, je crois, ou 10h, la poche des os, elle s'est complètement cassée. Donc je me suis dit, ah, ça y est, enfin, peut-être. Et là, les contractions, elles ont commencé à être vraiment très, très, très fortes. Et j'étais là, oh, j'en chie, parce que j'avais décidé de le faire sans péridurale. Mais je crois que je m'étais un peu surestimée sur le coup. J'étais là, je vais survivre ou pas? Genre, c'était vraiment très, très dur dans les derniers moments. Vers 10h30, elle me disait que j'en étais à, je sais pas assez de centimètres en tout cas. Et du coup, j'avais vraiment trop mal vers 11h. J'ai demandé la péridurale. Alors là, l'infirmière qui te dit de pas bouger, ça fait pas si mal. Mon cul, hein. Ça va beaucoup mieux après, par contre, hein, ça te shoot complètement. Et l'infirmière, elle est partie, elle me dit, bah, vous m'appelez si jamais vous sentez un truc bizarre qui change. Et je me suis allongée, du coup. J'étais là, essayer de sonder ce qui se passait dans mon corps et tout. Et là, je sens un truc comme si j'allais faire caca, mais pas dans le bon trou. En fait, là, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça la sensation dont tu as parlé. Du coup, j'appuie sur le bouton pour l'appeler. Il était 23h15, un truc comme ça. Elle m'a dit, oui, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, franchement, là, je crois qu'il arrive. Elle était à vous rigoler, ça fait 15 minutes qu'on vous a fait la péridurale. J'ai dit, sans déconner, j'ai l'impression de faire caca. Mais pas le bon trou. Donc c'est... Ah, elle était, ah ouais, peut-être, bah, je vais regarder. Elle a regardé, elle a fait, ah bah ouais, putain, il arrive, il faut appeler le gynéco et tout. J'ai regardé l'heure, j'étais là, ok, il est 20, ça va le faire. Et du coup, bah, ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème, mon col il s'est ouvert, ça a fait tout beau gang, quoi, et ça a été assez rapide. C'est dur de pousser par contre, hein. Et tout s'est super bien passé. Après, il t'appuie sur le ventre, c'est hyper désagréable pour faire sortir le placenta. Oh, c'est dégueulasse. La sensation, t'as l'impression que t'as juste tout ton estomac qui se vide dehors. C'est trop bizarre. Pardon pour les détails. Non, ça s'est passé du mieux que ça a pu. Franchement, j'ai eu pas d'épisiotomie, pas de césarienne, pas de je sais pas les autres trucs qu'on peut avoir. Non, c'était assez cool. À part qu'il y avait pas de consentement quand on te fout des doigts dans le vagin et tout, spécialement pour checker ton col de l'utérus quand t'es enceinte. Genre, ils cherchent pas. Genre, t'es enceinte, tu dois subir ça, quoi. Et ils pourront au moins prévenir, quoi. Genre, attention, je vais rentrer, ou est-ce que c'est ok, est-ce que je peux? Bien sûr, je vais dire oui. Putain, ils sont obligés. Et je veux bien qu'ils checkent si ça va bien, mais au moins qu'ils me demandent, c'est quand même mon vagin, quoi. Voilà, du coup, il est sorti. Après, c'est le papa qui s'en a occupé. Le premier truc que j'ai fait, j'ai envoyé un texto à ma meilleure pote. J'ai dit, il est né à 23h35, du coup, le 14 avril. Et j'étais trop contente, du coup, parce que je pouvais fêter séparément l'anniversaire de mon enfant et de ma meilleure pote. Et c'était trop cool. Du coup, voilà, Logan est né et 3 mois après, on s'est séparés. Je lui ai dit de dégager parce qu'il rentrait à la maison tous les soirs bourré. Je faisais tout avec le petit, ça m'épuisait. J'ai eu aucun soutien, quoi que ce soit. Ça a été vraiment un compagnon de merde jusqu'au bout, en fait. Maintenant, nos rapports vont bien, mais à l'époque, c'était terrible. Il était complètement instable et
J'avais déjà un gosse, j'avais pas besoin d'en avoir 2. Donc je lui ai dit, écoute, maintenant tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Et je t'empêcherai jamais de voir le petit. Je suis pas du tout comme ça et on va trouver des moyens pour que tout le monde soit content. Mais là, il faut vraiment que tu barres parce que t'es toxique en fait. Donc il est retourné vivre en Suisse. Le petit avait 3 mois et je commençais à en avoir marre d'être maman à plein temps. Je sentais que c'était pas la mission de ma vie, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, comment je vais faire ? J'avais des aides de l'État, etc. Mais à mon goût, pas assez, parce que quand t'as commencé stripper à 18 ans, t'as un train de vie qui est assez confo, on va dire. Et c'est dur de retourner au minimum après ça, surtout que là, en plus, t'es 2. Et j'avais envie de reprendre. Et je me suis dit, bon, concrètement, le strip, c'est pas possible, parce qu'il faut bosser la nuit. Trouver une nounou la nuit, ça va être l'enfer, il fait toujours passer nuit. Et je vais être crevée le lendemain et je vais pas pouvoir assurer. Donc ça, c'était non, pour l'instant. Et après, je me suis dit, mais escorte, par contre, je peux choisir mes propres horaires. Donc je peux faire à l'avance pour la nounou, etc. C'est beaucoup mieux payé. Et je choisis absolument chaque personne que je rencontre. Et là, je dis, ouais, carrément, ça c'est le bon plan. C'est ce qu'il me faut là, maintenant, tout de suite. Donc ce qui s'est passé, c'était vraiment chouette. Quand j'ai remis mes annonces après 2 ans d'arrêt, il y a des anciens clients à moi que je connaissais très bien qui m'ont recontacté, qui m'ont dit « Ah, trop bien, t'es revenu !» Et du coup, il y avait 5 ou 6 personnes comme ça que je connaissais très bien et qui m'ont recontacté. J'étais là, mais génial, en fait, je pourrais juste gagner ma vie avec ça, avec ceux que je connais et que j'adore. J'ai regardé sur plusieurs mois, j'ai regardé sur 6 mois si c'était viable, à la fréquence des rendez-vous selon chaque client. Et ça l'était. J'avais une moyenne de 3000 par mois, plus ou moins, selon les mois, qui me convient très bien, c'est le chiffre parfait. Et ça m'a permis de tenir sur le long terme, parce que du coup, je voyais que 1 à un maximum 2 personnes par semaine, et c'était à chaque fois en fait des durées plus longues. Au lieu d'avoir 5 rendez-vous d'1 heure, j'avais genre un rendez-vous de 3 heures. Et c'était génial, parce que du coup, je bossais moins. Quelque part, c'était un moment plus privilégié, plus long avec la personne, ce que je préfère, parce que le temps de qualité, c'est quand même, pour moi, c'est précieux. Et du coup, j'ai contacté une assistante maternelle pour avoir des demi-journées tranquilles. Et ça me faisait mes bulles où je pouvais être que avec moi-même, dans du silence, pour dormir la plupart du temps au début, parce que c'était dur. Et faire mes trucs, enfin vraiment avoir du temps pour moi, et ça m'a fait du bien. Après, lui, il adorait, ça se passait super bien. C'était une nounou ukrainienne, elle avait pas du tout les mêmes principes d'éducation que moi, mais les deux, ça collait vraiment trop bien. Du coup, il est resté avec elle pendant 3 ans. Il a grandi avec elle quelque part, parce que ces 3 premières années, il a passé beaucoup de temps avec elle. Et elle avait 2 enfants avec qui il s'entendait très bien aussi, du coup c'était génial. Et c'est comme ça que j'arrivais à trouver l'équilibre du coup entre le temps à moi, mon temps de maman et le boulot. Du coup je pouvais aller emmener Logan à l'école, aller chercher, faire un rendez-vous le matin, et après l'après-midi bosser sur mes projets. C'était vraiment top, niveau équilibre, c'est génial. Quand Logan m'a posé la question la première fois de ce que je faisais dans la vie, c'était quoi mon travail, je lui ai dit alors j'ai 2 travails. J'en ai un, tu sais, c'est dessiner. Tu me vois tout le temps dessiner, tu vas me faire des trucs et je fais des livres et je dessine. Et l'autre, c'est de prendre soin des gens. Je rencontre des personnes, je prends soin d'elles, ils sont contents, ils me remercient, ils me payent. Et il m'a pas posé plus de questions. Mais clairement, pour moi, c'est ça que je fais. Je prends soin des gens. Et pour le strip, oui, Logan, il a toujours été au courant. Quand j'allais m'entraîner à faire de la pole dance chez une pote, où il s'entraînait avec moi, il a déjà vu mes talons de strip, et il a essayé de marcher avec. Enfin, j'ai jamais caché pour la danse, non. Je pense que l'escorte, c'est un peu plus compliqué à comprendre, vu que c'est plus dans le sexe, on en parlera plus tard quand il sera plus grand. Mais la danse, non, jamais. Aucune honte, et c'est bien. Le travail du sexe est un travail comme un autre. Je ne vais pas donner de définition, puisqu'il existe autant de définitions vraies que de travailleuses du sexe. Je vous invite donc à écouter les épisodes du podcast La politique des putes et le putain de podcast, entre autres. Par contre, ce que je peux, c'est vous donner quelques pistes de réflexion sur le sujet. Quelque chose qui revient souvent lorsque l'on parle du travail du sexe, c'est l'argument du choix. Il y aurait les personnes qui auraient choisi ce travail en opposition à celles qui ne l'auraient pas choisi. En gros, si tu l'as choisi, c'est un travail, et si tu ne l'as pas choisi, ça n'en est pas un. Et c'est cet argument-là qui est utilisé par les abolos.
Les abolos ou abolitionnistes, en référence à l'esclavage, refusent de considérer le travail du sexe comme un travail, considérant les TDS comme victimes d'un système qui les exploite, donc des esclaves, comme une violence faite aux femmes, considérant chaque passe comme un viol tarifé. Confondant ainsi choix et consentement, niant le viol, les travailleurs du sexe et les personnes non-binaires. Les abolos arrivent à la conclusion que ce travail, tu ne l'as pas choisi. Il s'est imposé à toi dans un certain contexte. Ton libre arbitre a été biaisé par de multiples facteurs. Et d'une certaine façon, pour beaucoup de travailleuses du sexe, c'est le cas. Mais c'est le cas uniquement pour ce travail, je veux dire. Est-ce que tu as choisi de travailler quand tu étais étudiante pour payer tes études? Est-ce que les personnes qui font le ménage, travaillent à l'usine, en bâtiment, travaillant en faisant les 3-8, choisissent tous et toutes leur travail? Dans toutes les activités, on accepte le travail forcé, mais dans le travail du sexe, on ne l'accepte pas. Mais la question à se poser ne serait-elle pas plutôt celle du consentement, le consentement mutuel entre deux personnes adultes? Et attention, le consentement n'est pas à confondre avec l'envie ou le plaisir, puisque c'est un argument qui revient aussi souvent lorsque l'on parle de ce travail. Est-ce que l'on te demande, à toi, si le travail que tu le fais tous les jours avec la même envie, et si tu prends tous les jours ton pied? Il existe beaucoup de travails qui peuvent être pénibles ou plaisants, subis ou choisis, dangereux ou safe. Mais il n'y a que pour le travail du sexe que c'est un problème, du moins que ça questionne, voire dérange. Mais pourquoi ça dérange? Où est le problème? Le problème, le vrai problème, ne serait-il pas tout simplement le travail tel qu'il est imposé et perçu dans notre société actuelle où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent? Entre nous, qui a vraiment choisi de travailler, à part une minorité de privilégiés et qui en plus aiment leur travail? Si tu n'avais pas besoin de payer un loyer ou de quoi manger, de gagner ta vie, travaillerais-tu? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, travailler? Alors aujourd'hui, ma mère et mon frère sont au courant. Mon père ne l'est pas, par choix, parce que ça vaut pas le coup pour moi de se battre contre ces préjugés trop ancrés. Et il me pose pas la question, je pense que c'est pour une raison aussi. Je pense qu'il s'en doute, mais qu'il veut foncièrement pas le savoir. En plus, il sait que j'ai fait une BD sur le sujet, mais je lui ai pas montré et il me demande pas de la lui montrer pour l'instant. Ma mère l'a bien pris, mais avec beaucoup d'incompréhension. Parce que elle comprend pas comment on peut être à l'aise à coucher avec des personnes pour de l'argent. Et au niveau des mœurs et tout, c'est vraiment pas dans ce qu'on lui a appris. Pour elle, le corps, c'est sacré quelque part. Et déjà, le strip, elle comprenait pas. Hein. Et là, elle a eu un peu plus de mal. Elle était là, mais en même temps, tu sens qu'elle veut savoir, mais qu'elle veut pas savoir. C'est vraiment étrange. Il y avait une espèce de curiosité une curiosité un peu morbide sur le truc, mais en sachant qu'elle allait pas adhérer au concept, en fait. C'est son droit de pas vouloir en savoir plus, hein. Tant qu'elle m'accepte comme ça et qu'elle me fait pas de réflexion sur le fait que ça lui plaît pas, elle s'en fout foncièrement, donc je suis contente. Et mon petit frère, il l'a su aussi parce que j'ai fait des petits livrets sur le sujet avec ma meilleure amie. Il avait aucune idée des enjeux de ce métier-là, en fait, de l'escorte. Et il a trouvé ça super intéressant, parce que ça a défait certains de ses préjugés qu'il avait sans faire exprès, en fait, juste en ayant intégré ce que les films lui ont dit, quelque part. Comme le fait que c'est tous des vieux pervers dégueulasses qui font appel aux travailleuses du sexe. Et du coup, non, j'ai pu lui parler un peu de mes clients, et il était là, « Ah, mais ça a l'air d'être des gens trop cool et tout. » J'étais « Ah, mais oui, la plupart, c'est des gens super cool, qui ont juste besoin de tendresse et de contact, en fait, parce qu'ils se sentent seuls. » C'est un beau métier. Moi, je sais que c'est parce que après, je parle aussi d'une position privilégiée. Je l'ai choisi, j'ai le choix de faire autre chose.
Je suis cis et blanche et valide. Enfin, j'ai des tonnes de privilèges liés au travail du sexe. Et j'ai retrouvé des vieux dessins de TDS, en fait. Alors, je dessinais des putes, je dessinais des stripteaseuses, mais depuis jeune. Et j'ai encore les dessins, là, depuis à peu près mes 16 ans. Je crois que j'ai une espèce de fascination pour ces femmes, en fait, qui font que ce qu'elles veulent et qui dépendent de personne et qui tournent à leur avantage, en fait, le fait d'être dans un monde patriarcal et qui utilisent ça, en fait, pour gagner leur croûte. Et ces 2 dernières années, je fais que avec des clients habitués. Mais au début, je prenais beaucoup de nouvelles personnes et ce qui se passait, c'est que je faisais beaucoup de rencontres avec beaucoup de gens différents qui étaient toujours très cool, j'ai jamais eu aucun problème. Sauf que ça me drainait en énergie et à bout de 3 mois, je devais arrêter parce que j'en avais marre. Parce que je faisais ça à un rythme soutenu. Quand on sait l'énergie que ça prend de passer quelques heures avec un inconnu qu'il faut déchiffrer quelque part. Donc je faisais ça pendant 3 mois et après j'arrêtais pendant 6 mois parce qu'il fallait que je me recharge en fait. C'est beaucoup d'énergie que tu donnes. Tu donnes énormément d'énergie, que ce soit à écouter la personne, à reformuler, à faire en sorte qu'elle ait ce qu'elle veut, quelque part, ce qu'elle cherche. C'est très complexe. Des fois, quand tu dis que tu gagnes bien et que tu choisis exactement qui tu veux, etc., quelque part, en fait, c'est facile, tu vois, comme boulot. Mais ça l'est pas. Et clairement, tout le monde pourrait pas le faire parce que ça demande quand même un mental solide. C'est vraiment de l'accompagnement à la personne, en fait. Ça peut être de l'accompagnement sexuel, de l'accompagnement émotionnel, ça peut être de l'accompagnement physique, parce qu'il y en a qui sont jamais touchés, en fait. Et c'est très dur, psychologiquement, pour quelqu'un qui a jamais d'affection physique. C'est très troublant. Moi, je sais que j'ai un client que je vois depuis que j'ai commencé, en fait. Il arrive à me retrouver à chaque fois que je remets une annonce. Et il a fait sa première fois avec moi, parce qu'il a un micro-pénis et qu'il sait pas s'y prendre du tout avec les filles. Et maintenant, il a fait sa première fois avec moi à 40 ans. Et il a des gros problèmes de stress aussi liés à ça. Et il avait l'impression qu'il n'y arriverait jamais. Clairement, c'était ancré dans son cerveau. Et après 1 an de boulot, on a réussi la pénétration, quoi. Et il était tellement content. De voir sa tête, c'était la meilleure récompense du monde, quoi. Il m'a regardé, il m'a fait « Mais franchement, j'aurais jamais cru que ça serait possible. Merci, mais tellement merci et tout. » C'est cette énorme gratitude qui te renvoie et qui te dit sérieusement merci d'être là pour moi, en fait. Moi qui aime donner aux autres, c'est vraiment la partie du métier que je préfère, en fait. C'est quand tu vois que tu donnes et que ça leur sert même encore plus loin de leur vie. Et ça, c'est beau, quoi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu des enfants. Enfin, pas des enfants, un enfant. J'en voulais pas 31, j'en voulais 1. J'aimais ce truc de faire passer tes valeurs et tes idées à quelqu'un d'autre qui puisse en faire quelque chose d'encore plus chouette. Et je me suis dit, je peux que faire mieux, en fait, après ce que moi j'ai vécu pendant que j'étais enfant. Et j'aimais bien m'occuper de quelqu'un aussi. C'est quelque chose qui est en moi. C'est une grande partie de ma personnalité aussi de prendre soin de l'autre. Et c'est un truc que j'aime profondément faire et que je fais avec un cœur ouvert. Et j'ai toujours eu cet instinct maternel profondément ancré en moi, en fait. C'est comme si j'avais pas le choix, que j'étais faite pour être maman quelque part. Et j'avais le choix, hein, clairement. Mais à choisir, ouais, j'avais envie d'être maman. Mais une fois que je l'ai été, par contre, je me suis rendu compte de la difficulté du truc, qu'on avait largement sous-estimé. Et c'est drôle parce que quand on te dit, quand t'es enceinte et que tu vas avoir un gamin, on te dit pas « Oh, bon courage !» Alors qu'on devrait, en fait. Parce que clairement, c'est pas une mince affaire, avoir un enfant. C'est pas tout beau tout le temps et c'est un putain de boulot de tous les jours. Et tous les jours, tu te remets en question et t'es là, mais quelle connerie je vais faire aujourd'hui, ou quel truc il va me faire aujourd'hui. Et c'est de la résolution de conflits permanentes, soit entre toi-même et toi-même, soit entre toi-même et ton partenaire, soit entre toi-même et l'enfant, soit entre l'enfant et le partenaire. Enfin bref, c'est un sacré boulot, en fait. Mais c'est fou comme tu peux oublier, en fait, toute la misère à laquelle t'es mis face à face tous les jours avec un enfant, parce que c'est dur. C'est dur, clairement. Au début, tu dors pas, tu manges pas, tu vis que pour l'être humain, en fait. Et un jour, il te fait un sourire et t'as tout oublié. C'est un truc de malade. Je comprends pas, c'est absolument illogique. Mais le truc, c'est que ça marche comme ça, quoi. Et ça, c'est fascinant. J'aurais jamais cru
pouvoir avoir des émotions aussi profondes pour quelqu'un que je connaissais pas. Je me suis posé la question quand il est sorti de mon ventre. Je l'ai regardé et je l'ai aimé direct, mais j'étais là, pourquoi ? Je le connais pas. Et j'étais clairement au courant que c'était un être humain à part. Enfin, c'était pas une fusion, quoi. Mais au début, je le regardais un peu comme un alien, genre. Ah ouais, toi et moi, va falloir qu'on s'entende parce qu'on a un peu collé ensemble pour le restant de notre vie, en fait. Et c'était rigolo. Mais je suis passée par une phase très difficile aussi après l'accouchement, où du coup, j'ai dû tout faire toute seule et j'étais crevée. Et du coup, je pense que j'ai fait une dépression postpartum, avec le recul maintenant que je vois ce qui s'est passé. Et j'avais qu'une envie, c'était de me barrer, en fait, et de laisser le petit là. J'ai fait même penser plusieurs fois à le faire adopter, quoi, parce que j'en pouvais plus. Mais c'est juste parce que c'est la charge mentale que t'as en étant seule avec un enfant et un partenaire qui t'aide pas, en fait. C'était juste atroce. J'avais plus goût à rien. Je faisais tout par automatisme. Je voyais ce bébé comme un poids, comme une entrave à ma liberté et au fait que je sois plus une personne à part entière. Et ça me mettait profondément en colère, en fait. Moi qui avais besoin de petits moments pour me ressourcer et tout, j'avais plus rien. Et en plus, je comprenais rien parce qu'un bébé, ça pleure, hein, clairement. Ça te dit pas ce qui va pas, il faut que tu devines. Et c'est très très dur parce que moi, j'aime bien la communication claire. Et du coup, ça a été hyper difficile. C'était en mode survie, genre comment je vais faire pour m'en sortir, en fait. Pour pas me suicider, en fait. Parce que clairement, c'était pas une option dans ma tête. Donc j'étais là, il va falloir trouver un moyen pour que je sois contente, que lui soit content et qu'il aille bien et qu'on aille tous les deux bien, en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le père de mon fils quand ça allait vraiment pas. Là, il faut que tu prennes Logan pendant 5 mois. J'en ai besoin, parce que là, je suis au bord de péter un câble. Et je pense qu'il a senti la gravité de la situation parce qu'il a pris le petit. Et du coup, après 3-4 mois, je crois, et ben j'allais mieux et j'étais prête à être maman pour de bon, en fait. C'est fou comme des fois, quelques semaines de liberté, ça peut faire toute la différence. Pour faire le deuil quelque part de la vie d'avant, tu vois. Parce que c'est ça le truc, on n'a pas le temps de faire le deuil. Quand on devient maman, c'est tellement soudain que c'est violent. Malgré le fait que ça a été très dur et que j'ai même pensé à en fait m'en séparer parce que c'était trop difficile. J'ai jamais cessé de l'aimer, ce bébé, c'est marrant. Mais à partir du moment où il a parlé, où il a dit son premier mot, il y a tout ça qui s'est envolé. Je me suis dit, ça y est, on va pouvoir communiquer. Et c'est rigolo parce qu'il a dit son premier mot très très tôt. Il a dit son premier mot, il devait avoir 8 mois. Mais il a dit un mot clair. Il a dit manger. Le mot super difficile, quoi. C'est pas maman, machin, truc. Et j'étais là. Alors ça, c'est peut-être un signe qu'il voit qu'il a besoin qu'on communique parce que moi, ça, c'était très dur. Et je pense que c'est parce que moi, foncièrement, j'en avais besoin en tant que mère et qu'il a dû sentir le fait que c'était important pour sa survie aussi, hein, finalement. Et puis aussi, je lui ai jamais parlé comme un bébé. J'ai toujours fait des phrases normales. J'ai jamais dit, allez, on va miam miam, machin. Ah non, c'était, allez, viens, on va manger, on va faire ceci, on va faire cela. C'était vraiment des phrases complètes, quoi. J'ai jamais fait du baby language. J'avais pas envie de le prendre pour un con, en fait. C'est tout bête. Ouais, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis avec la même personne. Et au début, on s'est rencontrés sur Tinder. Moi, c'était la phase où le petit, il était pendant 4 mois chez son père, du coup. Où j'étais en mode... je fais ce que je veux et je m'amuse et plus rien n'a d'importance, quoi. J'avais vraiment besoin de liberté totale. Et donc, je rencontre ce gars sur Tinder, après avoir parlé à plusieurs relous. Lui, il a l'air cool. Donc, on s'est donné rendez-vous. Et ça a tout de suite super collé. C'était trop cool, on s'entendait très très bien. Et après ça, on s'est revus presque tous les jours. C'était un truc de ouf. Et en fait, on s'est juste pas trop lâché sans se donner d'étiquette. Et quand je l'ai rencontré, du coup, je lui ai dit écoute, faut que je te dise un truc. Par contre, j'ai un enfant. Je cherche pas du tout de père. Genre, il a son père, c'est très bien. Mais il est là. Et il fait partie de ma vie. Et il vient un peu avec le paquet, quoi. Sur le coup, je crois qu'il est un peu flippé. On en a reparlé plus tard. Mais il a tenu bonne figure, hein. Sur le coup, il était là, ok, super, très bien, merci de m'avoir dit. Moi, je dis, bon, bah cool. Bah, de toute façon, si ça te va pas, tu te casses, hein. Moi, ça me dérange pas. J'étais en mode techno-shit, encore une fois. Et 2 ans après, je crois, il a commencé à s'impliquer dans l'éducation du petit. Parce que c'était un peu dur de rester assis sans pouvoir rien dire quand il avait des opinions. On en a bien parlé avant, par contre, on avait mis les choses au point sur ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait pas faire, etc.
Du coup, c'était bien. La communication, ça a toujours été notre fort et ça a grave aidé tout, en fait. Après 2 ans, on s'était un peu déclarés ensemble, voilà. Et j'avais l'idée qui me trottait dans la tête. J'étais là, je veux reprendre l'escorte, ça me manque. Du coup, j'en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, faut que je te dise un truc. En vrai, je suis une travailleuse du sexe et j'avais juste arrêté pendant 2 ans. Et du coup, il m'a posé plein de questions. C'est quelqu'un d'hyper curieux et pragmatique, donc j'ai pu répondre à toutes ces questions. Et au début, ça a été un peu dur. Il s'inquiétait, il était là, mais est-ce que tu étais sûr que tu crains rien? Et c'était vraiment, voilà, t'es une fille toute seule avec un mec que tu connais pas, blablabla. Bon, ça avait le don de m'énerver en plus. Du coup, j'étais là, tu sais quoi, tu me casses les couilles? Je connais le job et en plus je les connais, ces personnes, c'est des personnes que j'ai déjà vues. Bon, on a fait un compromis pour que lui il se sente bien et que moi je me sente bien. Je lui ai envoyé juste le nom de mon client, l'adresse où j'allais et l'heure à laquelle je disais tout va bien. Donc on a mis ça en place et encore maintenant, sauf quand c'est des habitués que je vois tout le temps, du coup il les connaît presque par procuration vu que je lui en parle. Et ça se passe très bien. Au début il avait un peu du mal, il y avait un petit peu de jalousie, mais quand il a eu un déclic comme quoi c'était vraiment que du travail, et ben, plus aucun souci. Et c'est marrant parce que quand il a commencé son auto-entreprise dans les massages à domicile aussi, il a compris exactement comment moi je me sentais en tant qu'escorte, parce qu'il est arrivé devant la porte d'une personne qu'il connaît pas, et il la met à moitié à poil sur une table et il lui masse le corps. Donc c'est quand même assez intime comme relation. Et après, il se fait payer et il repart. Clairement, c'est exactement comme l'escorte en fait. Et à quelques détails près. Mais c'est très similaire. Et du coup, quand il est rentré à la maison après son premier massage, il m'a dit « Oh, mais en fait, je comprends trop comment tu te sens quand tu vas au travail. Parce que moi, le moment où j'ai passé la porte, en fait, mon état d'esprit, il a switché. J'étais plus moi, j'étais moi au travail, en fait. » J'étais « Ah, mais c'est exactement ça. » Et du coup, c'est trop bien qu'il ait pu comprendre par lui-même. Et dans le même temps, à peu près, je crois que c'est dans les 6 mois qui ont suivi ça, j'ai voulu ouvrir la relation parce que je suis bisexuelle aussi. C'était dur d'avoir juste un mec. Et des fois, j'avais envie d'avoir des aventures avec des filles. Et c'était un peu difficile de devoir juste se contenter d'une seule personne. Et je comprends pas trop, de toute façon, le concept de la monogamie. Et je sais très bien qu'il me va pas. Donc, à un moment, je lui en ai parlé. Je me suis dit, bon, s'il accepte escorte, c'est qu'il est assez ouvert d'esprit. Peut-être que je peux juste tout balancer comme ça. Hein. Et au pire, il est pas content et il s'en va. Et j'avais fait ce deuil-là, en fait, d'accepter qu'il puisse partir parce que c'est trop. Mais j'étais là, mais il n'y a plus moyen que je sacrifie mon bonheur pour qui que ce soit, en fait. Et moi, pour être heureuse, il me faut ça, là. Et ça s'est bien passé. Au début, on avait fait un truc que pour les filles, du coup. Et lui, il pouvait faire pareil, parce que moi, je suis pas du tout de nature jalouse, si je comprends la démarche et qu'on communique. Et après, j'étais là, ouais, mais que les filles, c'est pas juste, en fait. Du coup, on en a reparlé. Il avait beaucoup de problèmes de jalousie au début, mais on a bossé dessus, et en communiquant, ça passe. Il y a tout qui passe, en fait. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais faites différemment? Non. Je pense que j'aurais fait exactement pareil. Honnêtement. Après, il y a une chose, si j'avais su tout ce que je sais maintenant, comment le monde il est pourri à l'époque où j'étais enceinte, je crois que j'aurais choisi d'avorter. Pour pas en mettre un autre dans ce monde de merde. Mais non. Si j'avais le pouvoir de tout changer, je pense que je referais exactement tout pareil. Parce qu'il y a tout qui m'a appris quelque chose, en fait. Même les étapes les plus dures et les plus laborieuses, ça a été super utile dans la personne que je suis aujourd'hui. Et je serais pas comme ça si j'en avais pas chié un bon coup. Hein. Avec le début de la maternité, par exemple, ou de devoir prouver toujours que c'est OK quand t'es TDS. Tout le jugement des gens, si je n'étais pas passée par là, je serais une personne moins riche aujourd'hui, je pense. D'expérience et d'histoire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent? Ah, vous laissez pas emmerder. Honnêtement, s'il y a une seule chose que je peux vous dire et qui m'a sauvée moi, c'est la vie, elle est trop courte pour se laisser emmerder, quoi. J'ai décidé très tôt dans ma vie que j'allais pas m'emmerder la vie pour rien. Que j'allais mettre tout dans la balance et voir de quel côté ça pesait le plus et faire en fonction de ce qui était le plus sain, en fait. En vrai, fait à l'instinct, il n'y a pas de recette miracle, quoi. Et mon père m'a dit une phrase quand j'étais petite qui m'a tourné dans la tête toute ma vie et qui m'a trop aidée. Il m'a dit « Tout est relatif, ma fille ». Et ça, c'était trop cool. Parce que c'est vrai. Et ça aide. Quand t'as un truc qui te paraît énorme et t'es là « Ah, à l'échelle de toute ma vie, est-ce que c'est si grave ?» Et est-ce que tu es épanouie? Oui, clairement.
Donc franchement, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je crois. Parce que je suis contente avec ma vie de famille. Parce que la vie de famille, pour moi, c'est super important. Et j'ai eu honte à l'admettre au début. Ça a été très dur pour moi d'admettre que d'avoir une petite vie de famille tranquille, c'était ce qu'il me fallait en fait. Et une fois que je l'ai admis, c'est allé beaucoup mieux. Et je vis toujours des aventures, voilà, quand le petit est chez son père ou ailleurs. J'ai toujours des choses à faire et des aventures à vivre. Et il y a aussi le fait que c'est rigolo. J'ai l'impression d'avoir toujours un secret parce que voilà, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un depuis plus de 4 ans maintenant. Et Logan a basiquement grandi avec lui. D'apparence, on fait une petite vie de famille tranquille, mais au final, on est un couple polyamoureux. Et je suis toujours TDS. C'est quand même pas très conventionnel. Et ça me plaît. C'était Môme de Laura Bois. Merci infiniment à Ophélie d'avoir partagé son histoire. Tu peux la retrouver sur Instagram @strip.it.all, ainsi que les livres et BD qu'elle a co-écrits, Super Slot et Laisse-moi t'expliquer. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a plu, 3 moyens de soutenir le podcast. Partage-le autour de toi ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu peux me retrouver sur Instagram @mom_podcast. Commente-le, note-le ou abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, tu peux donner même 1 € pour soutenir le podcast financièrement grâce à ma page Tipeee. À bientôt! Et toi, t'en veux des mômes ?